Alors, bonjour à tout le tous. monde. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux risques infectieux en établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, je suis Véronique Garcia, chef de projet et responsable gestion des risques au CECA. Et j'ai le plaisir donc d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer donc, cette thématique à fort enjeu et importante pour tous les établissements. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir dans ce webinaire avec deux de mes collègues que je laisse se présenter. Donc Rachel Dutrèche, cadre de santé donc au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Et je remercie donc le CECA de m'avoir invité pour parler de ce DIMRI. Oui, et moi je suis Martine Jourdain-Bernard, chef de projet également au CECA, plutôt sur le secteur médico-social. Aujourd'hui, j'aurai un rôle de poser des questions un petit peu naïves sur ce sujet voilà, qui concerne effectivement l'ensemble des structures sociales et médico-sociales. Véronique sera plutôt sur les aspects techniques, voilà. Et donc, si vous avez des questions en plus de celles que je vais poser et de celles que vous avez posées en amont, et bien faites-le dans l'onglet questions sur votre écran si vous voulez bien, parce qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais vous avez vraiment la possibilité de vous exprimer comme cela. Et de toute façon, en fin de présentation sur le diaporama, on a repris les questions que vous avez pu poser en amont quand vous êtes inscrit, certains d'entre vous. Voilà. Voilà, on attend vos questions vraiment très nombreuses. N'hésitez pas, ça ne pourra qu'enrichir notre présentation et qu'on va essayer de rendre la plus pratico-pratique possible. Mais surtout, n'hésitez pas à intervenir via l'onglet questions. Encore une fois, Martine se fera le relais de vos questionnements. Alors, on nous salue en disant bonjour, mais une personne demande si c'est normal qu'il n'y ait pas d'image. Alors non, ce n'est pas normal. Alors, ce n'est pas normal. Bon, vous nous entendez, j'allais dire, c'est déjà bien. Voilà, Est-ce que là, donc on est passé en partage d'écran sur notre présentation. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce qu'au moins vous avez... Logiquement, vous devez voir la première page du PowerPoint. C'est ça. Nous voir en petite vignette et nous entendre. Et j'ai confirmation, oui, merci. Donc, super. On est au top. Alors, c'est parfait. Merci pour votre patience. Voilà, on a eu un petit moment de solitude. C'est ça. Ouais. On y va, c'est parti. Très bien, alors, on disait, on va évoquer aujourd'hui avec vous comment s'informer, évaluer et s'outiller, et ça c'est vraiment un point très important de cette présentation, autour du risque infectieux en structure médico-sociale. Donc, juste un tout petit mot, effectivement, ce webinaire est organisé dans le cadre du CEPOM qu'a contracté le CECA avec l'ARS pour les années 2023 à 2027. On est parti. Voilà, deux mots de présentation sur le CECA, mais je pense que vous connaissez le CECA. C'est la structure régionale d'appui à la qualité et à la sécurité des soins pour la région Nouvelle-Aquitaine. Pour rappel, vous le savez, il y a 14 structures régionales d'appui qui existent en France. Voilà. Et celle qui vient en soutien donc, des établissements publics, privés, adhérents ou non adhérents du CECA pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes une équipe d'une douzaine de personnes, voilà, ventilées, je dirais, sur différentes thématiques. Et en particulier, donc pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que Martine est plus ciblée, on va dire, en responsabilité voilà, de toutes les activités conduites sur le secteur médico-social, je vais y arriver, pardon. Et moi, donc, je suis responsable gestionnaire. Voilà pourquoi de notre présence ici aux côtés de Rachel, qui intervient, elle, au titre donc, du CEPIAS, elle est membre du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Donc, le CEPIAS, le Centre d'appui de prévention des infections associées aux soins de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a une structure dans chacune des régions en France. Et donc, nous avons notre siège principal, je dirais, le plus gros de l'équipe sur le CHU de Bordeaux, mais également, donc, nous avons 2 sites sur Limoges et sur Poitiers. Je dis bonjour d'ailleurs à mes collègues. Et donc, le CEPIAS a pour objectif de mettre en œuvre toutes les politiques, je dirais, de prévention de risques infectieux, aussi bien au niveau des établissements de santé, où nous avons beaucoup de collègues hygiénistes déjà en poste, mais aussi établissements médico-sociaux, où nous avons là beaucoup moins d'hygiénistes identifiés. Et puis, nous avons le secteur de la ville aussi qui peut nous solliciter. Voilà, donc on a ce rôle d'appui. Nous sommes 4 actuellement sur la région, donc à être dans ce pôle appui. Pour répondre à vos appels, vos sollicitations. On anime aussi donc des réseaux de professionnels
Et puis, on peut répondre éventuellement à vos alertes et vos interrogations en lien avec des événements infectieux plus ou moins ennuyeux. Y compris donc pour le médico-social, mais pas que sur les Tout établissements à fait, de santé. tout à fait. Ouais. Ok, bah, c'est déjà une information utile en soi. Ok. Alors, quelques mots d'introduction assez rapides, mais néanmoins, ça nous semblait important. On vous a dit, le titre au final de cette présentation, on va vous parler du risque infectieux. Mais déjà, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'est le risque infectieux et ce dont on va parler. Donc, le risque infectieux, quand on y pense, on pense risque pour le résident, puisque là, on est sur le secteur médico-social. Donc, effectivement, c'est le risque qu'un résident, une personne accompagnée plus largement, soit infecté par un micro-organisme. OK. Mais c'est aussi l'autre versant, c'est-à-dire que c'est également le risque qui peut concerner un professionnel, qui peut lui aussi être infecté par un micro-organisme sur son lieu de travail. Merci pour cette précision, parce que je pense que ça clarifie bien le périmètre et on n'est pas uniquement sur des infections ou des incidents liés aux usagers. Donc, les bébêtes. Les bébêtes, c'est ça, puisqu'on a parlé d'infectés, de résidents, de personnes accompagnées, de professionnels infectés. Donc, de quoi on parle, là, encore une fois? Donc, cette fois-ci, je vous ai mis sur cette diapositive, on vous a mis, parce qu'on a réfléchi ensemble, à se dire, on va vous mettre quelques exemples. Alors, on est d'accord que c'est absolument pas exhaustif, parce qu'alors là, il aurait fallu, je ne sais pas, 15, 20, 30 peut-être diapositives pour vous mettre un catalogue qui, de manière de toute façon générale, ne peut pas être exhaustif. Donc voilà, quelques exemples des germes, des micro-organismes auxquels vous pouvez être confrontés au quotidien. Donc, si on parle des parasites, on vous a mis des exemples des poux, alors de différentes variétés, je ne rentre pas dans le détail. Le sarcopte de la gale, alors ça aussi, je pense que malheureusement, on a tous plus ou moins connu des épidémies de gale à gérer dans les établissements. J'en ai un souvenir mémorable quand j'étais en établissement. Quelques exemples de champignons. Je pense que celui que vous connaissez, qui est plus connu parmi tous, c'est le Candida albicans, à l'origine donc des candidoses, ou encore du muguet buccal. Parfois, des petits exemples un peu plus parlants que le nom du micro-organisme en lui-même, ou encore l'aspergillus, que vous connaissez nettement moins, mais qui peut être ennuyeux, notamment quand il y a des travaux chez les immunodéprimés profonds. Quelques exemples de bactéries. Alors, l'Escherichia coli, le fameux, là, dont on entend très souvent parler, qui peut être à l'origine de beaucoup d'infections de nature différente. Le Staphylococcus aureus, le fameux staphylocoque doré. Alors, celui-ci aussi, je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, vous le connaissez. Et puis, une bactérie qui est ennuyeuse, très embêtante quand on la détecte dans les réseaux d'eau des établissements, c'est la Legionella, avec la variété Legionella pneumophila, qui est la plus dramatique, j'ai envie de dire, en tout cas la plus fréquente aussi rencontrée dans des réseaux d'eau mal entretenus ou insuffisamment chauffés. Quelques exemples également de virus auxquels vous pouvez être confrontés. Le Covid-19, on ne le présente plus, le coronavirus. Je vous ai mis une petite photo de la grippe également, du VRS, le fameux virus respiratoire syncytial, qui peut être à l'origine de syndromes pseudo-grippaux l'hiver, et donc d'épidémies aussi en établissement, en ESMS, mais aussi en établissement de santé. Et puis, une petite diapo, une petite photo également du norovirus, qui lui peut être à l'origine d'épidémies de gastro-entérite, cette fois-ci. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est des bêtes qu'on rencontre forcément là où il y a de la collectivité. Donc, pour nous, est-ce que ça veut dire que ça ne s'implique, on s'intéresse à ça que si on a de l'hébergement? Ou est-ce que si on est service où les personnes vont et viennent, on peut aussi retrouver ces parasites qui vont se transmettre On peut les retrouver tout le temps. J'ai envie de dire que même soi-même, en tant que particulier, on peut être confronté au virus de la grippe. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Je citais le virus de la grippe. Je pense que malheureusement, tous, à un moment donné, on a fait une infection urinaire dans notre vie et c'est très souvent en grande majorité l'Escherichia coli qu'on va retrouver. Enfin, voilà. Ce sont effectivement là des exemples de micro-organismes qu'on retrouve dans les établissements
de santé, structures et services médico-sociaux, mais au global, ce sont des germes de toute façon qu'on rencontre un peu partout potentiellement. Okay. Si Rachel, vous voulez rajouter quelque chose? Pas du tout. Je pense que voilà, hein, on est vraiment sur des micro-organismes qui potentiellement peuvent affecter tout le monde, mais qui peuvent avoir une autre, comment dire, un autre impact évidemment dans les collectivités, bien sûr, puisque là on peut potentiellement avoir affaire à des épidémies dont on va avoir du mal à se défaire. Je repense, non pas que je fasse une fixette, mais typiquement à la gale, qui n'est pas grave en termes d'impact sur le pronostic vital. En revanche, ça peut vite affecter de très nombreuses personnes, que ce soit parmi les résidents et parmi le personnel qui lui-même peut l'amener malheureusement à ses proches à domicile, etc. Et on va se trouver, on peut se trouver assez rapidement dans une espèce de spirale infernale dont on va avoir du mal à se défaire. D'où l'utilité de travailler en amont, dans la prévention de la transmission de tous ces micro-organismes. Exactement. Notre quotidien, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est ce qu'on va voir, c'est comment ça se transmet, parce qu'une fois que c'est là, à la limite, l'éradiquer, ok, mais du coup, ça suppose qu'on comprenne un peu comment ça arrive à soi ou à... Quelle transition, effectivement, Martine. Donc, effectivement, on a remis sur cette diapositive, de manière très schématique, la chaîne de transmission. Pour montrer qu'en fait, on est vraiment dans une chaîne, j'aurais pu mettre pratiquement, en fait, une ou deux dernières flèches entre l'hôte réceptif et finalement le réservoir environnemental, les surfaces, l'eau, les dispositifs médicaux et l'air, et l'hôte réceptif et la sphère où on trouve les résidents et les professionnels, puisqu'au final, c'est une chaîne potentiellement qui peut être sans fin si on ne met pas en œuvre des mesures de prévention en amont pour éviter effectivement que ces micro-organismes ne diffusent par tout un tas de mécanismes et donc contaminent des professionnels et ou des résidents et des mesures, si on n'est pas dans la prévention à ce moment-là, après malheureusement de correction, des mesures curatives pour casser cette chaîne de transmission. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique. Et encore une fois, l'idée de ce que Rachel va nous expliquer après, c'est de voir, d'identifier les risques, d'identifier les moyens de maîtrise, de vérifier ceux qu'on a pu déjà mettre en œuvre, qui sont déjà opérationnels et donc qui réduisent les risques, et ceux au contraire, malheureusement, qui ne sont pas encore opérationnels et qu'il va falloir petit à petit mettre en œuvre. Ok. Juste vraiment quelques chiffres, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ça nous paraissait intéressant. Donc, quelques chiffres liés à des données de surveillance. Alors, il y a peu d'études sur le risque infectieux en structure médico-sociale. La dernière étude, comme vous le voyez là, la dernière enquête de prévalence, elle date de 2016 et elle avait été réalisée uniquement sur le secteur d'EHPAD. Et on voyait que 3% à l'époque, donc je vous rappelle, l'enquête de prévalence, c'est une photo un instant donné de la situation dans les EHPAD, parce que ça concernait ce secteur-là à l'époque, en 2016. Donc, cette enquête de prévalence avait mis en évidence que 3% des résidents, au moment de cette enquête, étaient porteurs d'au moins une infection. Et vous voyez la répartition dans ces schémas. Le principal type d'infection qui avait été mis en évidence, c'était l'infection urinaire. Vous voyez à peu près 37% des infections mises en évidence. Ensuite, les infections respiratoires, qu'elles soient basses ou hautes, ça représentait à peu près là aussi 35%. Et puis dans le packaging autre, on retrouvait beaucoup d'infections de la peau et des tissus mous et d'infections sur escarres et plaies. Ça, c'est le versant résident. Une autre enquête, cette fois-ci sur le versant professionnel, puisque je vous disais au début que ces infections, ce risque infectieux concerne à la fois les résidents et les professionnels. Donc là, c'est une enquête qui est encore plus ancienne, elle date de 2014, là aussi réalisée en EHPAD, et elle révélait la survenue de 71 accidents d'exposition au sang au cours des 12 derniers mois chez 801 infirmiers et infirmières interrogés à l'époque. Qu'on peut peut-être dire, parce que je l'ai oublié, mais la prochaine enquête de prévalence en EHPAD aura lieu l'année prochaine. 2024. Voilà, 2024. Donc ça, c'est une information intéressante peut-être pour vous à garder dans un coin de votre esprit. Ça pourrait être l'opportunité, là aussi pour vous,
de faire un peu un état des lieux, voilà, de la situation infectieuse au sein de votre EHPAD, si vous le souhaitez. Le CEPIAS, bien entendu, communiquera envers vous pour vous donner toutes les informations en lien avec cette prévalence. Pour être peut-être partie prenante, c'est ça? Oui, tout à fait. Enfin, on l'annonce en général et puis on aide à la coordination sur le déploiement sur le terrain. Ok. Et seulement sur les EHPAD ou ça sera, vous savez pas encore? Je ne sais pas. D'accord. C'est plutôt donc Christophe Gauthier et Muriel Péfot qui orientent sur ces enquêtes de prévalence, qui vous en diront plus. Ça marche. En tout cas, restez en alerte. Il pourrait y avoir du nouveau l'année prochaine. En lien direct, évidemment, lorsque surviennent un certain nombre d'infections associées aux soins, il y a une obligation de signalement, y compris donc, dans les établissements et structures médico-sociaux. Donc ça, c'est un point important. Donc pourquoi on doit signaler ces infections associées aux soins? C'est d'abord parce que on peut avoir besoin d'une aide, d'un soutien pour mettre en place des mesures de prévention et de contrôle, surtout lorsqu'on est face à des situations peut-être inhabituelles dans vos établissements ou des épidémies importantes, où là, parfois, d'avoir une aide extérieure, c'est précieux. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ça permet d'alerter soit l'ARS, le CEPIAS, Santé publique France, sur des situations inhabituelles, rares et graves, donc pour lesquelles il y aurait besoin d'aller plus loin dans les mesures, peut-être faire des alertes non seulement au niveau peut-être de la région, mais peut-être au niveau du territoire national. Je ne sais pas si émerge par exemple une nouvelle résistance, une nouvelle bactérie avec un profil de résistance inhabituel. Et puis donc ça permet effectivement à Santé publique France de surveiller l'évolution des événements à risque infectieux et donc encore une fois peut-être de rédiger de nouvelles recommandations, etc. Qu'est-ce qu'on doit signaler? Donc, on vous a mis la petite référence réglementaire qui va bien juste à côté. Donc, ce qui est attendu de vous, c'est que vous signaliez les infections inattendues ou inhabituelles, parce que c'est un profil rare de résistance, une bactérie, enfin, un micro-organisme rare également, des cas groupés d'infection, ça aussi c'est important, une infection associée aux soins qui a provoqué un décès, ou une infection associée aux soins qui fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Donc là, vous pouvez retrouver sur le site de l'ARS un certain nombre d'informations et, comme le disait Rachel tout à l'heure, ne pas hésiter à contacter le CEPIAS pour que vous aide, vous guide un petit peu dans ce dispositif pour savoir effectivement si l'infection ou l'épidémie que votre établissement vit rentre dans ces catégories d'événements qui doivent être signalés ou pas. Alors, j'ai tout de suite une question. Les enquêtes de prévalence qu'on a mentionnées là, se font-elles sur le volontariat, sur base du volontariat de l'établissement, ou sont-elles obligatoires? Alors, c'est vrai que la précédente enquête de prévalence en 2016, il y avait eu un tirage au sort d'établissements dans chacune des régions. Et donc, il y avait un échantillon de, je crois que c'était 800 établissements sur le territoire français, parce qu'il y avait d'autres. 719. Voilà. Donc, et alors, il y avait une possibilité évidemment de participer. Et n'ont été exploitées que les données de ces 800 établissements qui ont participé ou pas participé, qui avaient été tirés au sort en fait. Voilà, donc c'est un échantillon qui est tiré au sort, avec une incitation donc à participer pour cela, pour servir en quelque sorte d'exemple, entre guillemets, vu que c'est leurs chiffres qui sont donnés. D'accord. Donc ça, c'était le modèle de 2016. Oui. Encore une fois, on n'a pas de visibilité sur la prochaine. Peut-être que ce sera différent. En tout cas, en général, dans les enquêtes de prévalence, on incite les établissements à participer. Mais je n'ai pas connu d'enquête de prévalence où on oblige les établissements à participer. Après, c'est vrai que du volontariat, du coup, on peut aussi avoir ses propres chiffres et se comparer par rapport aux chiffres régionaux, mais également aux chiffres nationaux, savoir si on est au-dessus, si on est en dessous. Par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, on était au-dessus de 3%, on était aux environs à 5% de résidents. Donc, on était, je dirais, dans la moyenne haute. On était au-dessus des résultats nationaux. Donc, c'est intéressant aussi de se comparer, se dire, on est peut-être moins bon dans certaines régions, moins bon par rapport à l'établissement qui est dans la même région que moi, qui a la même capacité d'accueil. Voilà, on peut se comparer aussi. D'accord. C'est l'intérêt, effectivement, de participer à ces enquêtes. C'est toujours intéressant, de toute façon, de le faire. Ok. Merci pour la question et pour la réponse.
Donc, alors, je reviens à l'obligation ouais. de signalement simplement pour enchaîner sur pourquoi on a signalé, qu'est-ce qu'on doit signaler et du coup, comment on le fait. Donc, je vous rappelle, un seul portail de signalement des événements sanitaires indésirables. Alors, je sais, oui, sanitaire, l'appellation est comme ça, mais vous pouvez tout à fait, vous aussi, en tant qu'établissement socio et médico-sociaux, vous devez utiliser également ce portail unique de signalement. Et je vous ai mis là une capture d'écran puisque le portail a changé il y a peu. Donc, voilà, c'est la nouvelle présentation, voilà, du portail de signalement. Et ensuite, quand vous cliquez, voilà, vous allez retrouver les catégories précédentes et vous êtes guidé au fur et à mesure. C'est un peu l'effet entonnoir, c'est-à-dire que plus vous avancez dans les écrans et plus on vous amène, voilà, à cibler l'événement que vous voulez déclarer. Ici, on est sur du sanitaire parce que risque infectieux, enfin, infection. D'accord, ok. Alors, en fait, voilà, le portail s'appelle comme ça, portail de signalement des événements sanitaires indésirables. D'accord, mais c'est pour tout le monde. Bon, sur cette diapo, simplement, on vous a remis les textes en lien directement avec le sujet traité aujourd'hui pour que vous les ayez, si vous êtes intéressé, d'aller voir un petit peu plus près les éléments de réglementation. Je te passe la parole, Martine. Oui, donc on vient de parler d'obligations et de textes réglementaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en complément de ces obligations, ou en tout cas, on était plutôt sur une incitation, si j'ai bien compris, l'incitation à s'auto-évaluer et éventuellement à avoir des résultats et à les communiquer, mais c'était voilà, sur un mode, faites-le si c'est bien de le faire, faites-le. Et donc, il y avait des EHPAD qui étaient cités, les masses, les femmes, ça a été étendu ensuite. Oui, tout ce qui était je dirais tous les établissements qui étaient médicalisés, qui avaient je dirais un grand nombre de soins, des soignants à leur soins. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, vous voyez qu'on était sur un périmètre, on va dire, incitatif et un certain nombre de structures qui étaient nommément citées. Là, on est sur un autre plan qui est celui du dispositif d'évaluation qui, là, est commun à tous les types de structures, donc qu'elles soient sociales et médico-sociales, de France et de Navarre, donc ça couvre quand même une typologie très importante, à peu près 73 types, alors on dit établissement ou service, donc on sur les deux. Donc pour mémoire, ce référentiel est sorti en 2022 sous la houlette de la Haute Autorité de Santé, et donc on vous a remis une petite photo là du manuel, et dans ce manuel on retrouve un certain nombre, il y a 157 critères au total, dont 3 portent sur tout ce qui est risque infectieux. Première petite remarque que vous voyez à l'écran, c'est que le niveau d'exigence, on parle bien de critères ici standards et donc pas impératifs pour les personnes qui commencent à un petit peu maîtriser le référentiel, voilà. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que tout le monde est concerné. Et donc là, on est toujours sur, je veux dire, un attendu. On ne peut pas parler de stricto sensu d'obligation réglementaire. Néanmoins, ça fait partie d'un référentiel. Et donc, les évaluateurs, quand ils vont venir d'un organisme habilité et autorisé pour ça, vont forcément les passer en revue. Donc, ça fait partie du chapitre 3, donc, qui concerne la gouvernance. Quels sont-ils, ces 3 critères? Le premier, c'est d'abord que l'établissement définisse sa stratégie. Une stratégie, d'une part, sur la prévention, donc comment est-ce qu'on fait que ça n'arrive pas, que les bébêtes ne viennent pas, en gros, et puis aussi qui porte sur la maîtrise, c'est-à-dire qu'une fois que les bébêtes sont là, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser, voilà, du risque une fois qu'il est avéré. Donc ça, c'est le premier critère, le 3.7.1, une stratégie de prévention et de maîtrise. D'autre part, le critère 3.7.2, là, il descend, je dirais, un petit peu plus dans l'opérationnalité. Ce qu'on demande, c'est non seulement qu'il y ait ces stratégies, mais que les actions de prévention qui sont prévues dans ce plan et aussi au niveau de la gestion soient mises en œuvre, c'est-à-dire soient mises en pratique par les professionnels. D'accord ? Donc, on est sur une méthode, voilà, si vous connaissez un tout petit peu le référentiel, là aussi le manuel, qui va être évalué par des entretiens principalement, d'abord avec la gouvernance et puis avec les professionnels. Et donc là, on voit bien des questions qui vont être posées sur, concrètement, dans vos pratiques du quotidien, comment est-ce que vous faites de la prévention pour éviter ces contaminations. Et si vous en avez, comment est-ce que vous allez réagir? Voilà, un petit peu le type de questions qui pourraient être posées. Et enfin, troisième critère qui est aussi standard, mais qui s'applique aussi à tout le monde, on aurait pu le mettre, j'allais dire, avant le 3.7.2, bon, c'est un peu mon avis, c'est-à-dire qu'il s'agit que les professionnels soient sensibilisés et ou formés, toujours à ce risque infectieux,
de nouveau sur le plan de la prévention et de la maîtrise. Donc on peut considérer qu'avant de mettre en pratique des pratiques, eh bien, il faut être avant tout informé, sensibilisé. Donc là, c'est quelque part aussi de la responsabilité de la gouvernance, de la direction, qui peut bien entendu passer par des organismes de formation extérieure, mais voilà. Donc le type de preuve que vous pouvez apporter, les éléments d'évaluation, bien sûr, pour la formation et la sensibilisation, ce sont des feuilles d'émargement, des conditions de formation. Et puis pour les deux autres critères qu'on a vus juste avant, c'est avant tout des entretiens et donc du déclaratif pour le 3.7.2 et pour le 3.7.1, ce qui va être demandé à l'établissement, c'est de présenter un plan, encore une fois, de prévention et de maîtrise. Et donc là, on a un petit peu vu quels étaient les risques concrètement et comment ce qui est demandé au regard de ces recommandations. Voilà. Donc, au regard de ces nouveaux attendus qui font partie d'un référentiel, le CEPIAS… Oui, nos collègues du CEPIAS Pays de Loire donc, proposent un document justement qui, face aux critères et aux attendus, des outils qui sont proposés par différents CEPIAS. Donc, cet outil est en ligne, on vous a mis le lien donc, pour le consulter sur la base documentaire du site du REPIAS, préventioninfection.fr. Voilà. Donc, pour chacun des critères, notamment… Une fiche un petit peu technique qui renvoie vers des outils, peut-être un décortiquage, j'allais dire, du vocabulaire, c'est intéressant. Également. Ok. Eh bien, maintenant, abordons le vif du sujet. On vous laisse la parole, Rachel. Justement, donc, le DAMRI est proposé parmi ces outils qui permettent à la fois, je dirais, de s'évaluer, de s'auto-évaluer, mais également d'amener, je dirais, une peau neuve, en quelque sorte, aller rechercher ce qui est finalement, dans cette analyse, mais surtout de générer un plan d'action, de le mettre en œuvre. Donc, on répond finalement à l'ensemble des critères une fois qu'on réalise le DAMRI. Donc, c'est quoi ce DAMRI? Ce DAMRI, c'est un outil qu'a développé le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, à qui on doit une fière chandelle, qui a vraiment, je dirais, bien œuvré ces 3 dernières années pour faire peau neuve au DARI. Donc, le DARI, pour en parler là, avant, je dirais, de mettre un petit peu le mouchoir dessus, le DARI, donc, c'était un document d'analyse de risque infectieux. Et il était déjà prévu donc dès 2011 pour les MAS, les femmes et les EHPAD, 2011 et 2012, de réaliser un document d'analyse de risque infectieux qui a été finalement réduit à cette seule démarche de DARI, mais également il était prévu de faire une cartographie des risques. Et finalement, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait parce que finalement, il n'y avait peut-être pas l'outil ou la culture de sécurité qui était accompagnée et qui a pu se faire. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu la première étape. Donc, on était plus sur de l'évaluation du contenu, enfin, la présence ou pas d'un protocole et pas forcément est-ce qu'il était conventionnel, est-ce il précisait ça pour éviter le risque infectieux, est-ce qu'il était évalué, est-ce que les personnes étaient formées, il n'y avait pas tout ça qui était interrogé. Un peu transversale. Voilà. Donc, c'était présence ou absence d'un protocole. Donc, on réalisait ce manuel d'évaluation qui faisait office de DARI. On avait un score et on s'en contentait en fait, mais on faisait un plan d'action, mais à minima, en fait, on n'était pas aussi bien, je dirais, avancé dans notre culture de sécurité, notre démarche qualité. Donc, on avait décidé de se réunir autour du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Dès 2018, on s'est réunis pour la première fois dès 2019 autour du docteur Fatima Rachid Berjami, donc, qui est médecin hygiéniste et gériatre au CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, qui a pris le pilotage donc avec Raziel Laguerre, qui était cadre de santé à l'époque, qui a été remplacé par Isabelle Rousseau en tant que cadre de santé. Et puis, nous avons eu également l'arrivée récente, depuis 1 an et demi maintenant, de Marlène Fèvre, donc, qui fait tout l'outil informatique qu'on va vous présenter et qui est d'une grande, grande aide. Donc, je dirais, c'est la tête, c'est le pilotage du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté qui a créé cet outil. Ils se sont donc fait aider par un groupe dont je fais partie, c'est pour ça que c'est moi qui vous parle, parce que je suis la locale de l'État, on va dire. Voilà, et on a recruté un petit peu dans l'ensemble de la France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour pas seulement au niveau des CEPIAS, mais également au niveau des équipes mobiles en hygiène d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'était beaucoup plus évolué, enfin beaucoup plus avancé, comme la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a des membres, des infirmières, mais aussi des praticiens qui travaillent dans ces équipes mobiles en hygiène. Et puis surtout, on s'est fait aider par Valentin Decourt, donc du RECA, qui est l'équivalent du CECA
en Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça. Voilà, et qui donc nous a bien aidé justement à construire cet outil pour lui donner cette petite touche de gestion des risques, pour la moderniser et avancer notre appropriation sur la culture de sécurité grâce à cet outil-là. Voilà, donc nous avons travaillé entre 2 épisodes et 2 pics épidémiques, et nous avons bien avancé en sous-groupe un petit peu avant, moyennement, je dirais, pendant. Et là, donc, l'outil est finalisé pour une partie. Donc, cet outil, en tout cas, est vraiment différent de l'ancien DARI, parce qu'il installe vraiment la culture de sécurité dans cette évaluation. Ça le permet, en tout cas. On peut aussi faire une cartographie des risques qu'on va développer. On va expliquer un petit peu ça. Pas trop l'aborder parce que c'est hyper technique, mais j'ai des spécialistes à côté de moi, donc elles vont m'aider. Ensuite, ce qu'on voulait aussi, c'était quelque chose de plus universel. Et ça, je dirais, on s'y attendait pas. Heureusement que je dirais l'HAS a été dans le même sens que nous, en disant, finalement, il faudrait que ça soit ouvert à l'ensemble des secteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a vu pour chaque, je dirais, chaque établissement médico-social et ESMS même, je dirais. On a essayé, oui, c'est ça. On a essayé, je dirais, de ratisser un petit peu plus large, parce que finalement, le cœur de notre préoccupation, c'était quand même le résident, qui soit, donc je dirais, voilà. Donc finalement, ça pouvait être aussi bien quelqu'un qui soit en établissement hébergé ou à son domicile, pris en charge par un SIAC. Pour nous, c'était la même préoccupation. Voilà. Et puis on a fait aussi un module optionnel que je ne développerai pas trop, qu'on a appelé audit système, qui est donc justement aller à la rencontre donc des professionnels, mais aussi des résidents, et leur poser des questions qui sont en lien donc avec les critères qu'on va déployer au fur et à mesure. Voilà, mais c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est en cours de développement et qu'on n'a pas très très bien fignolé dans notre outil, mais qu'on a tout au moins abordé. Voilà. Et puis surtout, ce qu'on voulait, c'était dans ce nouvel outil, avoir un plan d'action, je dirais, presque automatisé. Parce que souvent, donc, l'ancien DARI donnait un fichier Excel. Et c'était pas toujours facile de prioriser, de voir ce qui était prioritaire et important, et donc la cartographie des risques, met en exergue justement ce sur quoi on va travailler peut-être en priorité. Ça met en exergue ce qui est réglementaire et qu'on devrait approfondir, etc. Et puis surtout, ça permet un plan de communication. C'est pour ça qu'on a créé notamment des petites couleurs pour communiquer de façon plus simple et plus abordable à l'ensemble des professionnels, et pourquoi pas au CVS, bien sûr. Voilà, donc l'outil d'AMRI, en tout cas, est dématérialisé. Il est évolutif, utilisable dans l'ensemble du secteur. Donc, on a mis personnes âgées, personnes en situation de handicap pour être hyper large. Enfants, adultes. Enfants, adultes, oui, tout à fait. Même les ESAT. Oui, tout à fait. Il y en a qui l'ont utilisé. Et en fait, on a donné différentes manières de rentrer dans l'outil. Si on a un hébergement, si on n'a pas d'hébergement, et si on est médicalisé ou si on n'est pas médicalisé. Et donc, on n'aura pas forcément les mêmes questions qui vont s'afficher. Ou alors, on pourra mettre non concerné, par exemple. Je ne sais pas, si on n'a pas d'hébergement, on ne sera peut-être pas concerné, par exemple, par le circuit du linge. Pour exemple. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a un tri qui est fait une fois qu'on a spécifié quel type d'établissement. On a travaillé sur un entonnoir, en fait. Ouais. Et puis, pour aider donc à la communication et l'appropriation, donc quand tout est en vert, on peut s'en satisfaire. Tout faire surtout pour éviter de revenir en jaune. Dès qu'on est en orange, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Et dès qu'on est en rouge, peut-être que finalement, on va s'en préoccuper plus rapidement, en fait, vu que ça va nous inquiéter et nous alerter. Voilà, c'est ce qui a permis, je dirais, de prioriser un petit peu nos plans d'action. Ce plan d'action est automatisé, on verra comment ça se passe. Et puis, donc, l'audit système, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Oui, ce que vous disiez. Pour voir, je dirais, la mise en œuvre sur le terrain. Ok. Donc, ce DAMRI, il a 8 chapitres, avec un premier chapitre qui est vraiment le module socle, qui est le module obligatoire, je dirais, à faire dès le début. Et je dirais pas qu'on pourrait se contenter que de celui-ci. Voilà, donc il balaye donc 8 sous-chapitres, 8 thématiques, pardon, qu'on va voir tout à l'heure. Mais je dirais que c'est le minimum requis. En tout cas, on a mis quelque chose qui était hyper simple. C'est un système très binaire, mais c'est hyper simple et c'est vraiment adapté à tout le monde.
Et puis, il y a les chapitres 2 à 8 qui sont donc indépendants les uns des autres et qui, eux, permettent par contre de faire une cartographie des risques. Donc, on va voir un petit peu plus en détail comment ça se décline. Et finalement, ils sont tellement indépendants que, on pourrait ne faire que l'un ou l'autre, on pourrait faire que le 2 ou que le 5. Oui, et il n'y a pas d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. Entre 2 et 8, il n'y a pas d'ordre. En revanche, le 1, il faut le faire voilà. quelle que soit la perspective. Tout à fait. Okay. En plus, si on ne fait pas le 1, on ne peut pas accéder aux autres. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment, je dirais, le début de la démarche, le premier plan d'action qui est généré. Et si, par exemple, on a un projet, je ne sais pas moi, de revoir son circuit de linge ou l'organisation de son équipe d'entretien des locaux, mais en ces cas, on va peut-être faire le chapitre 5 et 6, justement avec ces professionnels concernés, et on va leur dire, on va voir un petit peu plus en profondeur ce qu'on peut faire, mettre en œuvre. Voilà un petit peu comment va se décliner le DAMRI, donc avec un premier chapitre socle qui est le minimum, et le chapitre donc optionnel de 2 à 8. Est-ce qu'ils sont déjà tous disponibles, ces chapitres? Alors, aujourd'hui, le chapitre 1 et 2 sont disponibles. Il était prévu que le 3, 4, 5 sortent hier. Et là, pour peaufinage, parce que nous avons une informaticienne très, très, je dirais, soucieuse de bien faire. Et donc, elle fait les dernières vérifications. On va de mettre en exploitation donc les 3, 4, 5 qui sortiront donc le 1er juin. Donc, un petit peu de patience. Mais bon, on a le temps de s'apesantir, on a d'autres choses à faire. Je pense qu'on peut déjà commencer à prendre bien le temps de faire correctement le chapitre 1, parce que vous l'avez bien compris, c'est de toute façon l'incontournable. Mais en même temps, vous allez détailler juste après, c'est vraiment, encore une fois, le b.a.-ba avant de se lancer dans le reste. Donc, sur l'ensemble de ces chapitres, il y a des points communs, notamment, c'est une pondération que vous ne voyez pas, mais que nous avons travaillé en coulisses dans le groupe de travail, où on a mis 2 niveaux, en fait, avec l'aspect réglementaire et l'aspect recommandation. Et nous, on a mis un calcul derrière qui se fait et qui va vous donner un score, du coup, qui sera plus ou moins visuel. Donc, le premier chapitre, il est très binaire, très simple. Le chapitre 2 à 8, donc là, la cartographie, on va vous demander donc de coter la fréquence et la probabilité, et va émerger, donc toujours par des calculs savants en coulisses, vont émerger la gravité et le niveau de maîtrise, ce qu'on va voir. Voilà. Donc, pour le premier chapitre, qui est donc le socle, avec 8 thématiques, 84 critères, plus ou moins 2 suivant que vous ayez des hébergements ou pas. Mais vous voyez, c'est vraiment la base avec les ressources humaines et l'organisation de la prévention de risques infectieux. La thématique 2, c'est les incontournables, la prévention et la maîtrise du risque infectieux. La thématique 3, c'est les moyens mis à disposition, donc tout ce qui est équipement de protection et pas seulement. Il y a aussi la surveillance et les signalements dont on a parlé déjà tout à l'heure. La formation, les indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est un petit peu nouveau. Ce sont les indicateurs qui sont issus de la stratégie nationale. Alors, je triche pour avoir le titre. Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et l'antibiorésistance. Donc, il y a un petit peu le plan de conduite et qui a donc donné 5 indicateurs pour l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux, avec des impératifs, notamment pour les EHPAD. Donc, à partir du moment où on va cocher qu'on est EHPAD, on aura ces indicateurs qui vont s'afficher. Voilà, donc là, c'est un petit peu nouveau et on l'a intégré directement pour, je dirais, rentrer dans la mouvance et être incitatif et rentrer dans cette dynamique de culture et d'indicateurs. Et puis, donc, il y a la thématique 7 qui est le risque infectieux et la vaccination. Et la thématique 8 qui est donc la prévention antibiorésistance. Il n'y a qu'un seul critère. Précédemment, il y en avait 2 sous le DARI, mais aujourd'hui, on en a gardé un. Alors, j'ai une question qui est arrivée, mais je pense que vous y avez déjà en partie répondu. Quand est-ce que tous les modules seront disponibles? Je dirais d'ici la fin de l'année. Voilà, l'ensemble des modules seront disponibles. Mais je dirais que c'est... L'idée, c'est quand même déjà de bien se concentrer sur le chapitre 1 qui donne une vision globale, en fait. Tout à fait. L'idée, c'est pas de faire tous les chapitres avant la fin de l'année. C'est faire le chapitre 1, au moins avant la fin de l'année, et se dire quelles sont mes priorités. Quelle équipe je veux mobiliser? Est-ce que c'est plutôt l'animation? Est-ce que c'est plutôt la restauration? Est-ce que c'est plutôt... Quels sont mes objectifs? Donc, justement, le chapitre 1
va vous permettre de mettre en exergue peut-être une thématique plus qu'une autre. Oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment faire en préalable. C'est ça, c'est ça. Et alors, c'est plus une question de ma part. La thématique Oui. 5 sur la formation, c'est un critère où les structures vont essayer d'évaluer si le personnel est suffisamment formé. Oui, ou est-ce que vous donnez aussi des contenus? Oui. Il y a aussi de la formation? Oui. Du coup, si je me mets à la place des directeurs qui nous écoutent peut-être, ils se disent, si je rentre sur la thématique 5, ça va me permettre de répondre aux critères qu'on a vus tout à l'heure dans le référentiel HAS. Ça peut être considéré comme un module de sensibilisation en lui-même. Vous diriez ça? Tout à fait. Okay. La formation de référent, par exemple, va permettre aussi, référent donc, dans la prévention de risques infectieux, va vous permettre de gagner, je dirais, des pourcentages dans la thématique 1, qui est la ressource humaine d'organisation de la prévention de risques infectieux, parce qu'on aura un professionnel identifié comme interlocuteur privilégié, mais aussi la formation va vous permettre d'atteindre vos indicateurs, parce qu'on doit aussi former et informer à l'hygiène des mains nos professionnels. On peut aussi former et informer les résidents sur la pratique d'hygiène des mains avant d'aller au repas, peut-être à l'eau toilette. Donc ça fait partie des indicateurs qui émergent aujourd'hui, et la formation tient en compte tous ces critères-là. Tout est assez dit en fait. En tout cas, les indicateurs, ça paraît normal, mais si on relie aussi. Voilà. D'accord, ok. Donc finalement, si vous travaillez sur la thématique 5, en fait, vous travaillez également sur la thématique 1 et la thématique 6, en fait. Tout est lié. D'accord. Voilà. Et par contre, si vous avez un score insuffisant, par exemple sur la partie 2, on va vous dire éventuellement allez voir tel chapitre qui va répondre donc un petit peu mieux à votre thématique 2 pour vous aider dans votre plan d'action. Donc, une fois que vous avez renseigné ces critères, ça se présente comme ceci. Là, je vous ai pris donc la thématique 2, sur les incontournables de la politique de la prévention du risque infectieux, la maîtrise du risque infectieux. Et vous voyez, c'est très simple sur les précautions standards, l'hygiène des mains, les équipements de protection individuelle. Donc, c'est assez simple. Et si on a une interrogation, je dirais, donc il y a un petit, vous voyez, un petit point d'interrogation gris qui est sur le côté. Et vous cliquez sur le petit point d'interrogation gris, ça fait comme une bulle, comme on appelle ça, et qui donc vous explique. Donc, moi, j'ai cliqué là sur la bulle tablier. Alors, donc, à la question, les tabliers sont mis à disposition et leur utilisation est appropriée. Et donc, l'attendu, c'est, on va répondre oui si l'établissement met à disposition des tabliers et que de protection de la tenue professionnelle, donc le tablier hygiénique changé entre chaque utilisation, et le tablier en tissu est réservé à la restauration et changé quotidiennement. C'est précis. Voilà. Voilà. Donc, si je mets à disposition ces tabliers et qui sont changés après chaque utilisation et qu'ils sont utilisés, y compris en tissu, donc en service de restauration pour le service des repas, en ces cas-là, je vais pouvoir cocher oui. Je pense qu'effectivement, il y a un travail énorme qui a été fait sur tous ces points d'interrogation et qui vont vous permettre réellement de pouvoir cocher oui en toute conscience de l'attendu. Et c'est tellement précis qu'effectivement, vous allez pouvoir aller au bout de la réflexion et vous dire, OK, est-ce que j'ai tout? Donc à ce moment-là, si j'ai tout, je vais cocher oui. Sinon, ben, j'ai déjà la définition en gros. Derrière, vous allez avoir un petit peu le pressenti du plan d'action, parce que quelque part, automatiquement, vous allez avoir en lien des actions qui vont se déclencher dans le plan d'action en lien avec vos noms. Vous verrez, il y a également des questions, je dirais, où il n'y a pas, je dirais, de point d'interrogation, parce que tout est dit dans la question. Hein. Typiquement, le règlement d'intérieur au document équivalent définit les prérequis à l'hygiène des mains avec ongles courts, sans vernis, absence de bijoux sur les mains, avant-bras et manches courtes. Donc, tout est dit dans la question, donc on n'a pas rajouté de point d'interrogation pour éviter d'alourdir l'outil aussi. Bien sûr. Voilà, donc quand on a renseigné le chapitre 1, voilà ce qui se passe ensuite en coulisses. Donc ça, c'est le 3e onglet, donc avec les résultats. Et vous avez donc ce chapitre 1, qui, donc, je rappelle, qui est très binaire. Là, c'est un exemple d'établissement et qui a finalement un score on va dire moyen, hein, 56%, mais avec donc des choses qui sont beaucoup plus. Donc, il a fait, on voit très bien, de beaux efforts dans la formation. Il peut encore faire des efforts aujourd'hui sur les moyens immatériels mis à disposition. Les indicateurs, comme je vous dis, c'est un petit peu nouveau pour tout le monde, donc c'est un résultat qu'on peut voir actuellement, c'est dans les 10-15%, qui sont à 0, mais
je dirais c'est normal, c'est un petit peu, ça vient de sortir. Hein, Mais c'est voilà. le démarrage. C'est le démarrage, et puis c'est pas forcément des indicateurs qu'on a corrigés dès 2022 ou dès 2021 en pleine crise, je dirais. Voilà, donc c'est vrai que c'est un rendu qui est assez sympathique, assez visuel. C'est très visuel avec et donc voilà, je peux aller cocher, je peux aller voir sur mes réponses, je peux aller voir mon plan d'action, je peux aller voir l'audit système. Donc c'est les questions qu'on va poser aux professionnels ou aux résidents suivant les thématiques. Et puis mon plan d'action, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez, là aussi, je dirais, c'est de plus en plus clair. Hein. On voit ce qui est recommandé, ce qui est réglementaire. On va donc qui est mis en exergue. Et puis surtout, on voit ce petit bouton là sous le côté avec action réalisée. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas identifié de personnes référentes, un binôme, un infirmier, ou AS ou AMP, ou professionnel du secteur éducatif, en tout cas un professionnel référent dans la prise en charge de la maîtrise du risque infectieux. Le jour, je l'ai, je dirais, recruté, entre guillemets, identifié, je vais mettre action réalisée, hop, ça va modifier mon score à la plage. Donc, c'est un outil qui permet de s'évaluer, d'avoir des propositions d'action qu'on va valider ou pas, et puis à un moment donné, de faire le point et de se dire, OK, c'est bon. Et donc, il garde un historique, on va dire ça comme ça, des actions. Tout à fait. Et à tout moment, donc, on peut exporter un PDF ou l'exporter en Excel pour travailler sur des graphiques ou peut-être dispatcher effectivement notre modalité de plan d'action pour répartir les rôles, par exemple. Voilà. D'accord. Du coup, on peut se demander qui va procéder à cette évaluation. Est-ce que vous avez une recommandation à faire? Voilà. Qui est-ce qui se met à alors peut-être en différenciant les chapitres, c'est ça? Ben oui, je dirais déjà il ne faut pas y aller seul. Ouais. Hop là, je stabilise. Vous voyez qu'on parle de ressources humaines, donc il faut forcément qu'il y ait, je dirais, quelqu'un de la gouvernance qui soit qui réponde à ces questions-là. Les incontournables de la politique de la prévention et de la maîtrise du risque infectieux, il faut répondre avec des personnes qui sont sur le terrain, tous ceux qui mettent moyens et matériels mis à disposition. Donc on va parler éventuellement de certains matériels loués et autres. Donc là, il faudra peut-être poser la question à notre personne, assurer un signalement, le médecin coordonnateur, lorsqu'on est en EHPAD, c'est assez important de l'avoir avec nous. Les formations, il faut aussi poser la question à ceux qui sont, je dirais, sur le terrain et ceux qui sont en responsabilité de ces équipes. Les indicateurs, c'est vraiment quelque chose d'un peu nouveau. La vaccination, c'est la direction qui va nous répondre. La prévention de la biorésistance, c'est assez médical encore. Voilà. D'accord, mais si on va sur le linge, on peut imaginer d'associer les personnes de l'équipe logistique. Donc là déjà sur ce premier chapitre, en tout cas, cette thématique du premier chapitre, c'est bien de le faire, je dirais, en pluriprofessionnel, de se laisser le temps de rassembler, je dirais, toutes ces preuves en fait, tous ces contenus, tout ce qu'on en sait, et de se laisser le temps de le faire et puis de ne pas le faire seul. Et puis se laisser le temps aussi de réaliser éventuellement le linge, mais c'est sûr que si on va suite sur le chapitre linge, il va falloir aller dans les locaux, dans la buanderie, dans la lingerie, voir comment ils sont équipés, le faire avec eux, les questionner, etc. Okay. On ne pourra pas le faire seul, c'est sûr. D'accord, merci. Une idée du temps qu'on peut passer? Difficile de dire, je présume. C'est ça. Donc il y a des équipes, par exemple, qui avaient fait le DARI, donc ancienne version fin 2022, qui était déjà, je dirais, rodé, prêt, accompagné par un hygiéniste de l'équipe mobile en hygiène. Ils ont mis 1 heure, je dirais, pour faire le chapitre 1, en pluriprofessionnel, bien sûr, ils étaient 4 ou 5 autour, mais c'est déjà des personnes qui étaient initiées et qui savaient très bien où étaient les protocoles, où étaient les données. Si je pars de zéro, je mettrais sans doute plus de temps. Oui, une demi-journée, mais je dirais, en fait, peu importe le temps qu'on y met, même si on va renseigner aujourd'hui la première thématique, dans 3 semaines, on va renseigner la 4e thématique, la 5e thématique, on peut se donner une réunion, on le fait sur une demi-heure, et puis voilà, je pense que c'est se laisser le temps et puis se dire, il ne faut pas que je le finisse tout à l'heure. Voilà. Pas d'empressement démesuré. Okay. Oui. Hop là. Donc voilà, donc le plan d'action, l'export, etc. Alors, on me demande si le PowerPoint sera disponible. Je pense que la personne a elle-même trouvé la réponse à sa question. Je pense qu'au niveau technique,
De toute façon, le support est déjà disponible. Hein, vous Ça. pouvez le télécharger déjà C'est depuis ça. l'outil et le replay sera avec le PowerPoint tout à fait aussi disponible. Le replay dans les heures qui viennent après la fin de ce webinaire sur la chaîne YouTube du CK. Vous pourrez avoir accès, bien entendu, aussi au replay. Mais le support, donc le PowerPoint, il est déjà disponible si vous souhaitez le télécharger. Ok, alors toujours sur l'informatique, mais cette fois sur l'outil lui-même, le Damri, est-ce que cela permet un enregistrement et revenir dessus le lendemain? Tout à fait. C'est ce que vous venez de... Tout à fait. Rien n'est perdu en fait. Dès qu'on clique, et puis il y a vous verrez, les données sont partielles. Bon là, j'ai fait une capture d'écran de quelque chose qui était fini, un chapitre 1 qui était fini. Sinon, il y a marqué en cours en fait. D'accord. Voilà, donc on voit très bien que c'est en cours, l'évaluation est en cours et ça vous donne des résultats partiels. Et on peut déjà avoir des actions qui seraient recommandées sur une partie, même si on n'a pas terminé. Tout à fait, tout à fait. Ok, d'accord. Donc ça, c'était pour le chapitre 1. Donc, je vais vous parler un petit peu plus donc, du chapitre 2. Et ce sera pareil, je dirais, pour le chapitre 2 à 8, donc, qui vont permettre une cartographie des risques. Donc, ce chapitre 2, qui a été mis à disposition donc, en même temps que le chapitre 1, il est vraiment axé soins. Alors, c'est vrai que les établissements du handicap qui sont lancés là-dessus, ils m'ont dit, oui, mais Rachel, vous me demandez beaucoup de choses. En fait, nous, on ne fait peut-être pas autant d'actes techniques, pas autant d'injections que ne pourrait le faire donc un EHPAD, par exemple. Mais je dis, ce ne sont pas je dirais, un chapitre obligatoire et puis il y a une coche donc non concernée. Mais tous nos établissements sont au moins concernés par le soin qui est, par exemple, une toilette, la réalisation d'une toilette, donc il y a la thématique 2, et qu'on peut tout à fait, je dirais, aborder avec des professionnels sur le terrain, soignants ou éducatifs qui réalisent ce type de soins ou d'actes d'accompagnement à la vie quotidienne. C'est ça, oui, c'est à comprendre dans un sens assez générique, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes actes en fin de masse et dans un IME, par exemple. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà, donc là, c'est vraiment un chapitre soins qu'on a voulu le plus exhaustif possible, et donc il peut paraître lourd. Et donc c'est sûr que là, je dis, il ne faut pas de timing, quoi. Il ne faut pas de timing, et puis se dire que peut-être on va travailler que sur la thématique 3, parce qu'on a eu une infection en lien avec un cathéter veineux périphérique ou sous-cutané, et qu'on veut vraiment travailler là-dessus, ou parce que finalement on a beaucoup d'infections urinaires dans notre établissement et qu'on est inquiet et qu'on veut savoir ce qui se passe, et on va aller donc titiller la thématique 1, on va aller interroger le risque d'infection urinaire. Voilà. Okay. Mais il peut aussi qu'il y ait plein de cases qu'on ne coche pas et donc qu'on n'aille pas investiguer. Tout à fait. Donc le chapitre 2, hop là, désolée, la souris est très sensible. Très sensible. Hop là, non, hop, voilà. Donc je vous ai pris l'exemple de l'infection urinaire, la plus simple, je dirais, possible. Donc vous voyez que la première coche que vous avez à mettre, c'est « Êtes-vous concerné par cette thématique ?» Donc vous pouvez déjà mettre « Non » si vous n'êtes pas du tout concerné par cette thématique. Et donc on va vous demander de commencer par coter la fréquence et la gravité. Alors la fréquence de survenue en fait d'une infection urinaire dans votre établissement, c'est pas la fréquence de survenue, enfin la fréquence d'acte généré sur la sphère urinaire en quelque sorte. C'est pas parce que vous sondez souvent que vous allez, certes peut-être majorer le risque en fait, mais c'est parce que vous avez la survenue de nombreuses infections urinaires que vous allez coter. Le risque de contracter une infection urinaire que vous allez coter. Donc, si c'est probable, très probable à certains, pardon, très peu probable ou impossible à improbable, en ces cas-là, la fréquence sera nulle ou très conséquente. Toujours pareil, là, vous avez des petits points d'interrogation qui vont vous expliquer comment coter votre fréquence, votre gravité. Et la gravité, si par exemple, j'ai eu, sur l'année écoulée, 4 infections urinaires avec des conséquences qui avaient un impact sur mes résidents et notamment un impact en termes d'infection ou d'hospitalisation avec des préjudices et autres. Donc, du coup, ça peut être, je dirais, coté en gravité également. Et donc, n'oubliez pas, à chaque fois, c'est le petit logiciel donc, qui va ensuite calculer donc, le niveau de maîtrise, vu que c'est un calcul fréquence, gravité, niveau de maîtrise qui est généré. Et bien ensuite, vous avez des questions. Donc, c'est avez-vous une procédure? Ce sera oui, non, c'est incomplet, c'est actualisé.
Et ensuite, dans cette procédure, est-ce qu'il y a noté ceci? Est-ce qu'il y a noté cela? Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous formez? Est-ce que vous avez fait une évaluation des pratiques sur cet acte-là? Donc, je dirais, ce n'est pas la seule présence du protocole qui va suffire, d'où l'utilité de le faire avec vraiment ceux qui agissent sur le terrain pour réaliser ce type de chapitre. Donc, il y a des choses sur du formel et il y a aussi des choses sur de la pratique. Oui, ok, tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà comment ça va être rendu comme résultat. Je suis désolée, je ne fais pas de loin. Voilà. Donc, désolée, c'est un petit peu flou, mais c'est une copie d'écran de Fatima. Donc, merci Fatima d'avoir passé le diapo, mais je n'ai pas pu faire mieux au niveau. Donc, voilà comment ça peut ressortir. Vous voyez, donc, sur la chambre chapitre 2, on a une criticité donc, qui est en vert, c'est-à-dire que c'est acceptable, on va dire, mais on n'aura peut-être pas, je dirais, de risque. On n'a pas un risque élevé qui est majoré, mais par contre, vous voyez qu'on n'a pas un niveau de maîtrise quand même qui est optimal à côté. Donc, on va essayer de faire monter nos actions, notre niveau de maîtrise, en agissant pour rendre quelque chose qui n'est pas critique, mais surtout qui soit maîtrisé, pour sécuriser donc, notre milieu. Est-ce que je vais bien expliquer? Je crois. Enfin, pour moi, en tout cas, oui. Après, sinon, vous n'hésitez pas. D'accord, ok. Voilà. Je pense que la notion importante, c'est celle que vous avez dit au début, la fréquence, c'est non pas la fréquence de l'acte, mais c'est la fréquence de la survenue d'incidents dans la dernière année, on va dire ça comme ça, les 6 derniers mois. Tout à fait, tout à fait. C'est là où je pense qu'il peut y avoir des incompréhensions ou un mésusage de l'information. D'accord. Voilà, donc c'est tous ces petits, je dirais, ça génère également un plan d'action, également, donc vous pouvez revenir à vos, ça vous génère la même chose, réglementaire, recommandé, c'est le même type de... Donc là, on vous a précisé, quand vous cliquez sur la petite bulle, en fait, ce qui était attendu et qui explique votre niveau de criticité, votre niveau de maîtrise, donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait être, je dirais, approfondi a posteriori. Mais c'est pour savoir un petit peu, parce que nous, en tant qu'hygiénistes, on n'est pas du tout initiés là-dessus. Et heureusement qu'on a eu l'Eureka pour nous éclairer grandement. D'accord. Ben, finalement, c'est aussi, vous l'avez dit, un outil qui vous permet de faire une cartographie des risques, j'allais dire, de façon relativement automatisée. Ah oui, ouais. Tout est automatisé. Et puis, je dirais, c'est comme on dit, un outil de pilotage parfait. C'est vraiment un outil de management. Je veux dire, un tableau de bord universel, quoi. Voilà. Et qui a le mérite vraiment d'être évolutif. Comme on disait tout à l'heure, on le fait la première fois et on va pouvoir l'actualiser. On a toujours donc la même base et on vient actualiser au fur et à mesure qu'on met en place des choses, qu'on évalue, etc. Donc, c'est vraiment un outil de pilotage. C'est tout à fait la définition. Donc là, si on se lance dans une évaluation, en définitive, on se lance dans une démarche qui, quelque part, va être, on l'espère, continue. Ah, tout à fait. Ok. Tout à fait, tout à fait. C'est pas, il y a la photo, il y a l'effet photo, mais il y a aussi l'effet j'enclenche quelque chose. C'est ça. Okay. Donc, concrètement, la première étape, si ce n'est pas déjà fait, allez sur le site du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de tout ça, c'est eux qui hébergent donc notre outil, c'est eux qui l'ont mis à votre disposition gracieusement. On peut les remercier parce que c'est beaucoup de temps qui a été donné, je dirais, au profit de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site et à aller chercher donc la page d'Amri. Vous aurez donc ceci. C'est le directeur qui doit faire cette inscription. Alors, ça peut étonner. Non, ça ne vous étonne pas. Un petit peu, si. Un petit peu. Ouais. On aime bien savoir la réglementation. Après, si on peut déléguer, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a voulu que ce soit lui, en quelque sorte, qui ne soit pas étonné peut-être éventuellement de voir sortir une action qui, finalement, dépend aussi de la gouvernance. Donc, par contre, c'est lui qui engage, en quelque sorte, l'établissement dans cette démarche, qui initie la démarche, mais après, il va distribuer les rôles. D'accord. Voilà, donc il peut donner des rôles de validation. Ça va alors. Ça va, bon. Des rôles de validation, des rôles d'écriture ou des rôles de lecture. Et donc, du coup, il pourra, par exemple, donner des rôles de lecture à l'infirmière hygiéniste qui est de l'équipe mobile à l'hygiène et qui pourra voir donc l'ensemble d'établissements qu'elle suit, voir l'avancée de leur plan d'action. Juste un rôle de lecture pour voir où c'est qu'ils en sont, s'ils ont besoin d'aide, etc. Voilà. Oui, y compris pour quelqu'un de relativement extérieur, même si c'est un partenaire. Exactement, exactement.
Ouais, donc ça veut dire que c'est lui qui distribue les rôles, ça veut dire que c'est pas moi qui vais aller voir, je n'ai aucun accès s'il ne me donne pas à voir, par exemple, en tant que CPIAS. C'est ça. Voilà. Il n'y a que D'accord. les personnes qui sont autorisées et pour certains rôles à rentrer dans la démarche. Il faut renseigner à ce moment-là donc son code juridique, son code finesse également géographique. Il faut bien identifier et mettre en exergue. Donc, les deux bases de données ont été fusionnées. Donc, quand on s'inscrit, on rentre dans l'outil, ça fusionne avec les codes finesse. Et donc, on va aller choisir, je dirais, son type de structure. Donc, je vous l'ai mis en exergue un petit peu. Vous avez un menu déroulant. Si vous êtes EHPAD, EHPA, MAS, FAM, EAP, IEM, avec accueil de jour, avec hébergement, soins à domicile. Et pour nous, finalement, ça vous fait rentrer donc avec hébergement, sans hébergement, avec médicalisation, sans médicalisation. Et ça fait l'entonnoir et ça vous surcharge pas en fait. Vous avez des fois accès à la coche non appliquée parce que vous n'êtes pas concerné forcément par tous les critères. C'est ça, en fait, le fait de sélectionner le type de structure derrière va entraîner des non concernés sur toutes les activités qui, justement, qui ne concernent pas l'établissement. Ça fait des coches en moins d'emblée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Et alors, petite question, peut-être qui ne concerne pas tout le monde, mais si je suis effectivement directeur ou directrice et que j'ai plusieurs structures, comment ça va se passer? Alors, il va falloir inscrire chaque établissement, en fait. Créer un compte. Ouais. Et ensuite, quand vous allez vous connecter avec votre compte, en fait, vous verrez tous vos établissements. Ils sont listés, donc vous identifiez. Finalement, il vous reconnaît, vous, Madame Jourdain, comme étant, en fait, et vous voyez tous les établissements et vous voyez où c'est qu'ils en sont, en fait. Donc, d'où le nom de tableau de bord. Mais là, c'est tableau de bord au carré, si j'ai deux structures différentes. C'est ça. Deux structures, voire même deux rôles différents, en fait. D'où l'utilité de bien de renseigner le juridique et le géographique aussi. Voilà. Pour bien distinguer les établissements. Donc, on est inscrit et on va pouvoir entrer donc dans la démarche. Et là, c'est ce qu'on disait déjà, c'est planifier le remplissage du premier chapitre donc en équipe pluriprofessionnelle et générer son plan d'action et, comme on disait, avancer pas à pas. Je dirais qu'on a déjà bien à faire. Voilà. Et ensuite, selon ses besoins, on va renseigner les chapitres complémentaires qui ne sont pas, je dirais obligatoirement à renseigner dans l'urgence. Il ne faut pas tout faire. Et on est en auto-évaluation, on est en autonomie. Certes, on peut se faire aider si on a un professionnel du risque infectieux qui peut être un plus, c'est sûr, dans ces établissements. Oui. Il y a deux questions. Alors, si on ne peut pas répondre, on pourra le faire en différé, mais est-ce que les résidences autonomie sont concernées? Oui. Ok. Donc, on est sur les structures personnes âgées. Hop là, ouais. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Voilà, je vais juste faire un clic. Vous avez si vous mettez un EHPA, par exemple. C'est l'équivalent. Okay. C'est l'équivalent. Donc, EHPA sans D pour une résidence autonomie. Voilà, c'est ça. Et j'ai une question similaire. Est-ce que les SIAD sont concernés? Oui. Là, on voit très bien ce secteur du handicap et ou soins à domicile. Ok. Voilà. Donc, notamment, ils n'auront pas de questions sur la démarche HACCP qui s'impose en cuisine parce qu'on est en SIAD et qu'on ne va pas distribuer des repas. Même chose pour également la coche linge, gestion du linge, vu qu'il n'y a pas, par exemple, de tenue fournie par l'établissement. Il y a juste une protection de la tenue qui peut être fournie et en ces cas, il n'y aura pas de circuit linge identifié. Donc, du coup, ils peuvent mettre non concernés par cette thématique-là. Alors, autre subtilité, un établissement, mais sur 3 sites différents. Donc là, je présume que vous avez un finesse juridique et 3 géographiques. Dois-je également faire 3 inscriptions? Oui, c'est ça. À partir du moment où c'est des géographiques différents, c'est 3 établissements différents qui seront identifiés, en fait. Ok. Et pourquoi on l'a fait différent, même si c'est, je dirais, une seule et même entité juridique, on l'a fait différent parce que il y a aussi une contrainte, je dirais, liée aux locaux. Donc, on n'a pas forcément des locaux neufs partout, des locaux, je dirais, anciens partout. On n'a pas forcément la même typologie de résidents aussi admis dans ces secteurs-là. On n'a pas forcément la même typologie d'accueil. Il peut y avoir donc une structure, par exemple, qui accueille l'accueil de jour et pas la seconde structure. Donc,
on est obligé de passer par cette phase de géographie. Ouais. Voilà. Alors, mesdames, je suis désolée, oui, je dois me faire la gardienne du temps. On va être obligé de conclure, même si je pense que on aura encore beaucoup de questionnements et d'interactions possibles. Okay. Je vous laisse, donc tout est sur le site, je dirais, du CIPIAS Bourgogne-Franche-Comté, où vous avez tout l'outil qui est à disposition. Vous pouvez même charger des fiches techniques, donc des protocoles clés en main qui pourraient vous manquer. Vous pouvez consulter donc la stratégie, vous pouvez télécharger le guide de remplissage. Et puis donc, on rentre donc dans cette démarche avec plaisir avec vous pour les prochaines années à venir. Hop là. Alors, pour aller un petit peu plus loin, si vous le souhaitez, là c'est une annonce vraiment en avant-première, j'ai envie de dire. Donc, on vous propose le 19 octobre, si vous le souhaitez, de nous rejoindre donc sur une formation régionale, donc là aussi co-animée, CEPIAS-CK, autour de la gestion des risques en secteur médico-social. Et donc, c'est là où on vous parlera un peu de gestion des risques a priori, donc potentiellement de cartographie des risques, vous l'avez compris, mais aussi de gestion des risques a posteriori. Et ce qu'on vous propose, c'est une fois cette théorie expliquée, c'est de mettre en application autour du risque infectieux. On boucle la boucle, si je puis dire, avec l'outil d'AMRI. Donc cette formation sera bientôt mise en ligne et vous aurez l'opportunité, si le sujet vous intéresse, de vous inscrire et de nous rejoindre. Donc la formation aura lieu sur Pessac au mois d'octobre. Alors, il me semble qu'on a raté juste, je suis en train de me dire, si, il y avait des questions avant de faire la pub pour notre formation. Il y avait quelques questions que certains d'entre vous avaient posées en amont lorsqu'ils se sont inscrits. Donc, la première, devons-nous déposer le DAMRI dans Sinae? On va essayer de faire des réponses courtes. La réponse est non. La réponse est non, voilà, c'est clair. C'est dissocié, Sinae, c'est par rapport au référentiel et vous n'avez pas d'obligation en tant que structure gestionnaire d'utiliser cette base informatique, si ce n'est pour renseigner votre contractualisation avec un organisme d'évaluation, mais en aucun cas le DAMRI. Voilà. Le DAMRI, par contre, pourrait être valorisé lors de la visite. Ça, c'est complètement différent, clairement. Donc voilà, ça c'est ergonomie, pas trop compliqué. Bon, alors voilà, outil ergonomie, pas trop compliqué quand même. Hein, j'avais juste envie de retourner la question, voilà. C'est ça. Question suivante. Comment promouvoir l'application des précautions standards dans des établissements avec des agents n'ayant pas de culture de soins? J'aurais envie de dire, vous avez 4 heures. Voilà, je pense que le soin, c'est pas que le soin, je dirais, c'est l'accompagnement à la dépendance de l'autre. Donc, il faut juste revoir avec d'autres lunettes, peut-être parler, peut-être que c'est la notion de précaution standard qui n'est pas forcément adaptée. Peut-être que la notion de prévention du risque, ça ne parle pas à tout le monde non plus. Mais éviter l'infection, mesures barrières, ça parlera peut-être un petit peu mieux. Prévention, mais on fait tous la même chose en fait. On fait toujours de l'aide à l'autre. Question suivante, quels sont réellement les motifs d'éviction, les symptômes, les maladies avérées également? Là aussi, c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas de réponse universelle, c'est-à-dire que clairement, il y a une pathologie, un micro-organisme, une symptomatologie. Voilà, vous avez tout un tas de ressources à votre disposition sur les différents sites, CEPIAS, REPIAS, etc. Et le recours au CEPIAS, on peut aussi vous appeler, hein, comme on l'a dit depuis le début de cette présentation. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à solliciter vos équipes mobiles, peut-être, d'hygiène, et le CEPIAS si besoin. Ce webinaire concerne-t-il aussi les services à domicile? Je crois qu'on y a déjà répondu, hein, clairement, c'est oui. Et puis, partage d'expérience. Alors, c'était notifié comme ça dans le support d'inscription. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez qu'une fois que certains établissements auront commencé de renseigner, on organise des retours, des partages d'expérience. Si vous souhaitez avoir des retours, je ne sais pas si la personne qui a fait qui a écrit cette proposition est connectée, si elle veut nous apporter quelques renseignements complémentaires, parce que là, j'avoue qu'on n'a pas trop compris ce que vous souhaitiez qu'on évoque au travers de ce partage, justement.
Voilà en tout cas les questions qui avaient été mises sur le site en amont. Je ne sais pas si peut-être une dernière question, parce que là il va falloir malheureusement qu'on Oui, ce sera la dernière, mais qui en couvre 2 du coup. Est-ce que quand on en a accueil de jour et au sein d'un EHPAD, est-ce qu'il doit être dissocié ou est-ce qu'au contraire on fait un seul et même compte? On peut faire un seul et même compte vu que c'est le même finesse géographique, je pense. Hein. Ok, c'est peut-être un peu subtil. Oui, c'est ça. Ok. Bon, ça c'est un peu technique, donc n'hésitez pas à poser la question. J'imagine qu'il y a une hotline, enfin sous forme de mail. Tout à fait. Ok. D'accord. Bah, écoutez, un grand merci. Moi, on a appris beaucoup de choses sur les bébêtes. Et puis aussi la façon dont ça peut impacter ou éviter qu'elles arrivent, voilà, en trop grand nombre ou avec des trop grands impacts. Ouais. Merci à vous. Et voilà, donc, voilà, on en termine, on a parlé de la formation, donc surtout n'hésitez pas, voilà, si vous êtes intéressé, on va bientôt mettre à disposition la fiche pédagogique avec un programme un peu plus détaillé. Et donc retenez d'ores et déjà la date si ça vous intéresse. Et puis sur cette dernière diapo, avant de vous remercier, vous saluer, les prochains webinaires organisés par le CK. Donc la semaine prochaine, de nouveau un webinaire sur la présentation de la mission IGS, événements indésirables graves associés aux soins du CK. Le 2 juin, un webinaire autour de la santé mentale et de la survenue des événements indésirables graves associés aux soins, plus orienté prévention du suicide. Donc là, c'est la dernière info du jour, le scoop de tout à l'heure. Et puis, un webinaire autour de la sécurisation du circuit de médicaments dans les établissements et services du médico-social. Donc voilà, le 29 juin. Qui pourra vous permettre de répondre aux attendus du référentiel qu'on a cité tout à l'heure. Voilà, la différence, c'est que sur le médicament, il y a au moins un critère qui est impératif. Donc, voilà, l'enjeu n'est pas neutre. Voilà. Et voilà, et on a couru un petit peu après le temps. En tout cas, merci beaucoup Rachel pour votre présence et toutes ces informations extrêmement intéressantes. J'espère que ça vous aura apporté. N'hésitez pas encore une fois à nous solliciter les unes les autres si vous avez des besoins, des questions. Et encore une fois, le replay sera très prochainement disponible sur la chaîne YouTube du CK. Si vous souhaitez récupérer le replay ou si vous n'avez pas eu le temps d'assister à cette présentation aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.